Ma fille a disparu le jour de son mariage. La police a dit qu'elle s'était enfuie ou des doutes de dernière minute, ils ont appelé ça. Mais je savais mieux. J'ai passé 3 ans à la chercher, j'ai tout perdu ce que je possédais et je suis devenu la risée de San Diego. Tout le monde disait que j'étais folle, que je devais passer à autre chose. Puis, une nuit de pluie de novembre, une étrangère a frappé à ma porte. Une jeune femme trempée, tenant des dossiers que je n'avais jamais vus. « Votre fille ne s'est pas enfuie », a-t-elle dit. Elle a été enlevée. Et après 3 ans d'enquête solitaire, je sais enfin où elle est. Je vous suis vraiment reconnaissante d'être là. Prenez une seconde pour me dire dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis chacun d'eux et cela signifie plus que vous ne le savez. Aussi, un bref rappel avant de continuer, certaines parties de cette histoire sont romancées à des fins éducatives et de divertissement. Toute similitude avec des noms ou des lieux réels est involontaire, mais la leçon que je partage vaut absolument la peine d'être entendue. La pluie martelait la fenêtre de mon appartement comme si elle avait quelque chose à prouver. Chaque goutte semblait personnelle, comme de minuscules points me rappelant tout ce que j'avais perdu. Novembre à San Diego n'était pas censé sonner comme ça en colère, implacable. Mais rien des 3 dernières années ne s'était passé comme prévu. Je m'appelle Elena Martinez. J'ai 64 ans et j'enseignais les mathématiques au lycée. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, juste avant que ma fille ne disparaisse le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. 3 ans, 5 mois et 12 jours. Je les comptais un par un. J'étais assise à mon bureau dans mon studio exigu du sud-est de San Diego, fixant l'écran de l'ordinateur. L'endroit était petit, une kitchenette à peine assez grande pour une cafetière, une salle de bain et cette seule pièce qui servait de chambre, de salon et de bureau. Ma pension couvrait le loyer et pas grand-chose d'autre. Ce n'était rien comme la maison que j'avais vendue il y a 2 ans. La maison où Sophia a grandi. Cette maison était partie maintenant, vendue pour payer des enquêteurs privés qui n'ont livré que de la déception. Sur mon bureau se trouvait une invitation de mariage jaunie, les bords recourbés par le temps et la manipulation. Je les ramassai, passant mon pouce sur les lettres en relief. Sophia Martinez et David Whitmore demandent l'honneur de votre présence. Le 12 juin 2022. La date était gravée dans mon cerveau. Je l'ai posée et j'ai parcouru les forums sur les personnes disparues. Je vérifiais chaque nuit. Même poste, mêmes impasses. Puis j'ai affiché les profils de Sophia sur les réseaux sociaux, figés dans le temps. Son dernier post était une photo de son bouquet de mariée. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin là. 53 likes, 22 commentaires remplis de cœurs et de félicitations qui ne seraient jamais livrés. Les commentaires avaient cessé après 6 mois. Les gens passaient à autre chose. Ils se lassaient de la tragédie, se lassaient de l'incertitude. Ils ont décidé que ma fille avait simplement choisi de s'enfuir et de refaire sa vie. Mais je savais mieux. J'ai touché la photo encadrée au mur Sophia à sa remise de diplôme universitaire, souriant à l'appareil photo avec ce sourire qui pouvait illuminer une pièce. 29 ans quand elle a disparu. Intelligente, gentille, tellement excitée par son mariage. Elle m'avait appelé 2 soirs auparavant, riant d'une erreur avec les fleurs. « Maman, j'ai hâte que tu m'accompagnes à l'hôtel. » C'étaient les derniers mots qu'elle m'avait adressés. Tout le monde disait que je devais passer à autre chose. La police le disait. Mais quelques amis restants le disaient. Même mon prêtre a doucement suggéré qu'il était temps de trouver la paix avec l'inconnu. Il pensait que j'étais folle, que je m'accrochais à un faux espoir, me rendant malade de chagrin. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je folle. Mais les mères savent. Nous savons au plus profond de nous quand quelque chose ne va pas. Nous savons quand nos enfants sont en danger. Et je savais, j'avais toujours su que Sophia ne s'était pas enfuie. Elle n'aurait pas fait ça. Pas à moi. Pas après tout ce que nous avions traversé ensemble depuis la mort de son père il y a 8 ans. La pluie continuait de tomber. Le curseur clignotait et le doute que je gardais habituellement enfermé commençait à s'immiscer. Et si tu te trompes? Et si elle t'a vraiment quitté? J'avais passé 3 ans à chercher. 3 ans qui avaient vidé mon compte en banque, m'avaient coûté ma maison, mes amis, ma tranquillité d'esprit. 3 ans d'enquêteurs privés qui ont pris mon argent et n'ont rien trouvé. 3 ans de policiers qui me regardaient avec pitié et ont cessé de me rappeler. 3 ans à être traité d'obsessionnel,
de délirante, d'incapable d'accepter la réalité. Que avais-je à montrer pour tout ça? Un studio, une invitation jaunie et un ordinateur plein d'impasses. J'ai tendu la main vers la souris pour fermer le navigateur, pour essayer de dormir malgré les cauchemars qui m'attendaient. Ma main tremblait. D'arthrite, d'épuisement ou de désespoir, je ne savais plus. C'est alors que je l'ai entendu. 3 coups secs à ma porte. Je me suis figé. Personne ne me rendait visite. Pas à 21h30 un mardi soir pluvieux. Pas du tout, en fait. Les coups sont revenus, fermes, délibérés. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Depuis 3 ans, j'attendais des nouvelles. N'importe quelle nouvelle. Et maintenant, quelqu'un était devant ma porte et je n'avais aucune idée s'ils apportaient de l'espoir ou du chagrin. Je me suis levé lentement, mes mains arthritiques agrippant le bureau pour me soutenir, et j'ai marché vers la porte. J'ai failli ne pas ouvrir. 3 ans de solitude m'avaient appris la prudence, mais quelque chose dans ces 3 coups m'a fait tourner le peine. La femme sur le seuil de ma porte avait l'air d'avoir 33 ans, trempée par la pluie, les cheveux foncés collés à son visage. Elle portait un jean et une veste pratique. Madame Martinez. Je m'appelle Jessica Parker. J'ai besoin de vous parler de Sophia. Ma main s'est resserrée sur la porte. Je ne vous connais pas. Je connaissais Sophia. Nous étions colocataires à l'UC San Diego de 2011 à 2012. Nous étions proches. Avant David. Sophia ne vous a jamais mentionné. David s'en est assuré. Il l'a coupée de ses vieilles amies. Je l'ai étudiée attentivement. Elle avait l'air épuisée, hantée. Que voulez-vous? Vous dire ce qui s'est réellement passé. S'il vous plaît, puis-je entrer? Je me suis écarté. Jessica s'est assise à ma table de cuisine. Je suis resté debout, les bras croisés. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Cela fait 3 ans. J'ai essayé d'aider. 2 mois après la disparition de Sophia, je suis allé voir l'un des enquêteurs privés que vous aviez engagé, Frank Morrison. Mon souffle s'est coupé. $10 000 pour rien. Je lui ai tout donné, des messages textes de Sophia concernant les affaires de David. 3 jours plus tard, Victoria Whitmore m'a appelé. Elle a dit que si je ne reculais pas, elle me ferait arrêter pour espionnage industriel. Elle avait fabriqué des preuves me montrant soi-disant en train de pirater les systèmes d'assurance Whitmore. Frank lui a dit qu'il était soit à sa solde, soit qu'elle l'avait acheté après. Ses mains tremblaient. J'ai dû engager un avocat, prouver mon innocence, alors j'ai disparu, j'ai changé de numéro, j'ai évité toute personne liée à Sophia, et j'ai continué à enquêter seul pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Elle a sorti son téléphone. Je suis analyste en fraude. Je ne pouvais pas vous aider ouvertement, mais je pouvais enquêter. Et j'ai trouvé ça. Elle m'a montré des messages textes. Le numéro de Sophia, daté du 10 juin 2022. Jess, j'ai besoin d'aide. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de David. Des réclamations d'assurance qui ne correspondent pas. Les mêmes médecins signant des blessures qui n'ont jamais eu lieu. Je pense que lui et Victoria font de la fraude. De la grosse fraude. J'affronte David ce soir. S'il arrive quoi que ce soit, j'envoie des fichiers de sauvegarde. Garde-les en sécurité. Ma vision s'est brouillée. Elle a envoyé des fichiers cryptés cette nuit-là. Des relevés financiers, des photos, des sociétés écrans, de fausses réclamations médicales, 15 ans de fraude, des millions de dollars. La police n'a jamais su. Au moment où j'ai essayé de me manifester, Sophia avait disparu et j'avais été menacé. J'avais l'air d'une théoricienne du complot. La frustration remplissait sa voix, alors j'ai continué à enquêter. J'ai suivi toutes les pistes, j'ai suivi les affaires de Victoria. Elle s'est penchée en avant. Sophia ne s'est pas enfuie. Elle a découvert un empire criminel et ils l'ont enlevée. Après 3 ans, je pense que je sais où elle est. Elle a sorti une photo, un entrepôt, industriel à 2 étages, isolé, Océan City, Californie, à 40 miles au nord, enregistré sous une société écran appartenant à Victoria. Supposément vacant, mais les factures de service public montrent que quelqu'un y vit. Je l'ai surveillé 2 mois. 2 gardes, des livraisons régulières. La semaine dernière,
j'ai entendu un garde parler à quelqu'un à l'intérieur. Une voix de femme. Mon cœur s'est arrêté. Sofia, je ne peux pas le prouver, mais pourquoi un entrepôt vide aurait-il besoin de garde? Pourquoi entretenir une propriété abandonnée avec l'électricité et l'eau qui court? Sa voix a baissé. Je pense qu'ils la retiennent là-bas. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions perdre notre chance. Que voulez-vous? Venez avec moi ce soir. Nous obtenons des preuves, des photos, des vidéos, quelque chose d'indéniable. Ensuite, nous allons à chaque station d'information, à chaque bureau du FBI. Rendez cela trop public pour que Victoria puisse le couvrir. J'ai regardé les preuves sur ma table. 3 ans d'enquête d'une femme. Menacée, réduite au silence, mais jamais arrêtée. Jusqu'au Océan Cid. 40 miles. Moins d'1 heure. J'ai attrapé ma veste. Allons ramener ma fille à la maison. Avant que je puisse demander où, j'avais besoin qu'elle comprenne, j'avais besoin de lui raconter ce jour, le jour où mon monde a pris fin. J'ai entendu ma propre voix dire, le matin du 12 juin 2022 avait été parfait. Un ciel bleu sans nuages, un soleil chaud inondant les fenêtres de l'église Sainte-Catherine à San Diego. Le genre de journée dont toutes les mariées rêvent. Je me tenais derrière Sofia dans la petite salle de préparation, boutonnant soigneusement le dos de sa robe de mariée. 43 minuscules boutons de perles qui prenaient une éternité, mais cela ne me dérangeait pas. C'étaient les derniers instants où j'aurais ma fille pour moi seule avant qu'elle ne devienne l'épouse de quelqu'un. Elle était radieuse. La robe était simple, élégante, exactement le style de Sofia. Ses cheveux foncés étaient relevés en un chignon doux, quelques boucles encadrant son visage. Quand elle a croisé mon regard dans le miroir, son sourire était éclatant. Mais j'ai vu autre chose aussi. Une crispation autour de ses yeux, une tension dans ses épaules. « Mija, tu vas bien ?» ai-je demandé. « Je vais bien, maman. Juste nerveuse. » Elle a serré ma main. « J'ai hâte que tu m'accompagnes à l'hôtel. » 200 invités étaient déjà assis dans l'église. J'entendais le quatuor à cordes jouer doucement à travers la porte fermée. David était probablement déjà à l'hôtel, en attente. Victoria Whitmore était assise au premier rang dans un costume crème coûteux, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression, froide et sereine comme toujours. « J'ai juste besoin d'attraper quelque chose dans ma voiture, dit Sofia soudain. Quelque chose que je veux te donner. Une surprise. La montre de papa. Celle que tu m'as donnée après sa mort. Je l'ai fait graver pour que tu la portes aujourd'hui. Je l'ai laissée dans ma boîte à gants. » Mon souffle se coupa. La montre de Miguel. Celle que j'avais donnée à Sofia le jour de ses funérailles, en lui disant de toujours garder un morceau de lui avec elle. « Mia, tu n'as pas à le faire. Je veux une maman. Je veux que tu aies un morceau de papa avec toi quand tu m'accompagneras à l'hôtel. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Cela ne prendra qu'une minute, je te le promets. » Elle se dirigeait déjà vers la porte, faisant attention de ne pas marcher sur sa robe. Je l'ai regardée partir, sa robe blanche disparaissant dans le couloir vers le parking. C'était la dernière fois que je voyais ma fille s'éloigner seule. 15 minutes passèrent. Puis 30. Les demoiselles d'honneur commencèrent à s'énerver, vérifiant leur téléphone, chuchotant entre elles. Je suis allé chercher Sofia moi-même, mes talons claquant sur le carrelage. Mon cœur commençait à s'emballer pour des raisons que je ne pouvais pas encore nommer. Le parking était plein de voitures décorées de rubans et de fleurs. J'ai trouvé la voiture de Sofia au 3e rang. La portière conducteur était grande ouverte, mais elle n'était pas vide. Sur le siège conducteur se trouvait un morceau de papier, écrit à la main. Je l'ai ramassé d'une main tremblante. « Maman, je suis tellement désolé. Je ne peux pas faire ça. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. S'il te plaît, n'essaie pas de me trouver. J'ai besoin de temps pour y voir clair. Je t'aime. H. » L'écriture ressemblait à celle de Sofia. Mais quelque chose n'allait pas. Les lettres étaient plus tremblantes que d'habitude. La signature, juste S, n'était pas la façon dont Sofia signait les choses. Elle écrivait toujours son nom complet avec une écriture soignée. Son téléphone était sur le tableau de bord, éteint. Son sac à main était sur le siège passager. Son bouquet,
des roses blanches et du gypsophile que nous avions cueillis ensemble ce matin-là, étaient soigneusement arrangés à côté, comme si quelqu'un l'avait placé là délibérément. La montre de Miguel n'était pas dans la boîte à gants. Elle n'y a jamais été. J'ai crié son nom, j'ai couru entre les voitures. Les demoiselles d'honneur sont arrivées en courant. Quelqu'un a appelé la police. À l'intérieur de l'église, 200 invités attendaient tandis que le chaos éclatait dehors. La police est arrivée en 20 minutes. Le détective Frank Morrison, le même homme qui me prendrait plus tard $10 000 et ne trouverait rien, a lu la note et a hoché la tête avec un air entendu. Une mariée en fuite, a-t-il dit. Nous voyons ça tout le temps. La pression les gagne. Ils paniquent. Ma fille ne s'est pas enfuie. Madame Martinez, elle a laissé une note manuscrite disant qu'elle a besoin de temps. Il a désigné la portière de la voiture ouverte. Aucun signe de lutte, aucun témoin. Elle est partie volontairement. L'écriture est fausse. Le stress change la façon d'écrire des gens. Écoutez, je comprends que c'est difficile, mais votre fille a fait un choix. Victoria Whitmore est apparue à côté du détective, élégante et sereine, pendant que je m'effondrais. Je l'ai entendu parler de cette voix cultivée, si raisonnable, si préoccupée. Elena a été assez intense avec l'organisation du mariage. Très autoritaire, si je suis honnête. Peut-être que Sofia avait juste besoin d'un peu d'espace face à toute cette pression. Le détective a hoché la tête avec sympathie, prenant des notes. Je voulais lui crier dessus, mais je ne pouvais pas former de mots. Ma fille avait disparu et cette femme me faisait passer pour le problème. David a aussi parfaitement joué son rôle. Le marié dévasté postant des appels sur les réseaux sociaux, suppliant Sofia de rentrer à la maison. Mais même à travers ma panique, quelque chose semblait faux dans sa performance. Trop rodé, trop calme sous le chagrin théâtral. La police a enquêté pendant 4 mois. Puis ils ont clos l'affaire. Aucune preuve d'acte criminel. Ils m'ont dit qu'elle avait laissé une note. Elle est partie volontairement. Parfois, les gens ne veulent pas être retrouvés. Mais je savais mieux. Cette note n'était pas Sofia. La montre de Miguel n'était jamais dans cette voiture. Quelque chose de terrible s'était produit. Et pendant 3 ans, personne ne m'a cru. Jusqu'à ce soir, quand Jessica Parker a frappé à ma porte et a dit « Je sais où elle est ». Plus tard, j'ai appris la vérité. Sofia n'avait jamais eu l'intention d'aller chercher la montre de Miguel dans sa voiture. C'était une excuse, une raison de sortir seule. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas après avoir confronté David, et elle voulait appeler Jess en privé, mais les hommes de Victoria l'ont attrapée dans le couloir avant qu'elle ne puisse atteindre le parking. L'histoire de la montre était sa tentative de s'échapper en toute sécurité. La police a enquêté pendant 4 mois. J'ai enquêté pendant 3 ans. Leur dossier a été officiellement clos en octobre 2022. Aucune preuve d'acte criminel, m'a dit le détective. Pas de corps, pas de témoins, aucun signe de lutte au-delà de la portière de voiture ouverte. Dans des cas comme ceux-ci, les gens ne veulent généralement pas être retrouvés. Le rapport officiel suggérait que Sofia avait éprouvé de l'anxiété avant le mariage et était partie volontairement. Affaire classée. Je savais mieux. Mais savoir et prouver sont 2 choses différentes. Novembre 2022, j'ai engagé mon premier détective privé. Frank Morrison, ancien détective de police, a facturé $10 000, effaçant les économies que Miguel et moi avions accumulées pendant 15 ans. Frank a passé 6 semaines à suivre des pistes sans issue, à interroger les amis de Sofia qui ne savaient rien, à suivre des cartes de crédit qui ne montraient aucune activité. En janvier 2023, il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Votre fille ne veut pas être retrouvée, a-t-il dit. Parfois, il faut les laisser partir. Je l'ai viré et en ai trouvé un autre. La détective numéro 2 était Amanda Hay. $15 000, ce qui signifiait contracter une 2e hypothèque sur la maison que Miguel et moi avions remboursée 2 ans avant sa mort. Amanda a travaillé pendant 3 mois au milieu de l'année 2023, suivant des pistes sur les affaires de David et Victoria. Elle a trouvé la compagnie d'assurance suspecte, mais n'a pas pu la relier à la disparition de Sofia. En août, elle était elle aussi à court de pistes. J'ai trouvé un 3e enquêteur, $20 000, ce qui signifiait que je devais vendre la maison. La maison où Sofia avait fait ses premiers pas, où Miguel lui avait appris à faire du vélo,
où nous avions organisé sa fête de remise des diplômes du lycée. J'ai signé les papiers en décembre 2023, les larmes coulant sur mon visage, et en janvier 2024, je vivais dans un petit appartement d'une chambre dans le sud-est de San Diego. Le troisième enquêteur a disparu avec mon argent après 2 semaines. Pas de rapport, pas de mise à jour, juste parti. Je l'avais engagé sur un site web douteux parce que j'étais désespéré. Après cela, l'argent était parti. Ma pension de retraite couvrait le loyer et l'épicerie. Rien de plus. Plus d'enquêteurs privés. Plus d'aide professionnelle. Juste moi, un ordinateur portable et une obsession que les gens ont commencé à qualifier de malsaine. J'ai créé des feuilles de calcul, suivant chaque détail que je pouvais trouver. J'ai parcouru les publications de David sur les réseaux sociaux, à la recherche de schémas. Je passais devant les bureaux d'assurance de Victoria une fois par semaine. Je visitais l'ancien appartement de Sophia le 1er de chaque mois, espérant qu'elle y serait. Les gens me traitaient de folle. D'anciens amis ne répondaient plus à mes appels. Ma sœur Rosa me suppliait de consulter un thérapeute, d'accepter la réalité, de passer à autre chose. Même les meilleurs amis de Sophia du lycée ont fini par ne plus prendre de nouvelles. Quelqu'un a tagué « Passe à autre chose » sur la porte de mon appartement en juillet 2024. J'ai reçu des messages anonymes en ligne me disant que Sophia était morte ou qu'elle s'était enfuie parce que j'étais une mère terrible ou que je devrais mettre fin à mes propres souffrances. J'ai continué quand même. Il y a eu des jours sombres. Des jours où je m'asseyais sur le sol de mon appartement, entouré de photos imprimées de Sophia, me demandant si tout le monde avait raison. Et si j'étais la folle. Des jours où le chagrin était si lourd que je ne pouvais plus respirer. Une nuit de septembre 2025, j'ai failli abandonner. J'étais en train de ranger les affaires de Sophia, ses dessins d'enfants, ses devoirs d'école, le lapin en peluche que Miguel avait gagné pour elle à la foire du comté quand elle avait 6 ans. J'allais tout donner, la laisser partir, essayer de construire une sorte de vie à partir des ruines. Puis j'ai trouvé une photo glissée dans l'un de ses vieux manuels. Sophia a 7 ans, souriante et édentée, portant sa tenue de premier jour d'école. Au dos, de la main de Miguel, notre courageuse fille. J'ai tout remis en place. Je n'abandonnais pas. Jamais. Et puis, exactement 3 ans après ce terrible jour de juin, Jessica Parker a frappé à ma porte. Jess a étalé 3 ans d'enquête sur ma table basse. Documents, photos, impressions couvraient chaque centimètre de la surface usée. C'est ce que Sophia a trouvé, dit-elle en ouvrant un dossier. Les Whitmore mènent une opération de fraude à l'assurance depuis plus de 15 ans. Accident de voiture mis en scène, fausse déclaration de blessures, médecins signant des traitements qui n'ont jamais eu lieu. Des millions de dollars, Madame Martinez. Peut-être des dizaines de millions. Je fixais les papiers. Des dossiers médicaux avec des divergences surlignées. Des relevés financiers montrant de l'argent circulant à travers des sociétés au nom comme Pacific Holdings, LLC, et Coastal Investment Group. Des photos de garages automobiles qui semblaient abandonnés. Ils ont tout un réseau, poursuivit Jess. Regardez ces noms. Le docteur Robert Miller apparaît sur 47 réclamations différentes en 2 ans. J'ai appelé son cabinet. Numéro déconnecté. L'adresse, une clinique dentaire de centre commercial qui a fermé en 2016. Le docteur Sarah Jenkins, même chose. 32 réclamations, mais elle n'existe dans aucune base de données médicale californienne. Elle sortit d'autres documents. Des propriétaires de carrosseries qui gonflent les coûts de réparation ou facturent des travaux jamais effectués. Des greffiers qui valident les réclamations sans examen. Tout le monde reçoit une part et Victoria est au centre de tout, coordonnant tout via sa compagnie d'assurance. Comment cela se connecte-t-il à Sophia? Jess me montra la conversation complète par SMS du 10 juin 2022. Jess, j'ai trouvé quelque chose. David a laissé son bureau déverrouillé et j'ai vu des dossiers sur son bureau. Des demandes d'indemnisation avec les mêmes noms de médecins encore et encore. Les mêmes avocats. Des paiements allant à des entreprises dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai recherché certaines de ces personnes. Elles n'existent pas. Les adresses sont des terrains vagues. Je pense que David et Victoria mènent une sorte d'opération de fraude massive. J'ai peur, mais je ne peux pas l'épouser sans connaître la vérité. Ce soir, je vais parler à David. Lui demander d'expliquer. S'il a une bonne raison, tant mieux.
Mais sinon, je dois savoir qui j'épouse. Je t'envoie des fichiers de sauvegarde maintenant. Tout ce que j'ai trouvé, juste au cas où. Mes mains tremblèrent. Elle les a confrontés. 2 jours avant le mariage, et 2 jours plus tard, elle a disparu. La mâchoire de Jess se serra. Ce n'est pas une coïncidence. Elle étala des registres fonciers. Il m'a fallu 3 ans pour le tracer, mais j'ai trouvé un entrepôt à Océan Seed enregistré sous l'une des sociétés écrans de Victoria, Pacific Holdings, LLC. C'est à environ 40 miles au nord d'ici, hors des routes principales. La propriété est détenue par les Whitmore depuis 8 ans, mais est supposément vacante. Aucune activité commerciale n'y est menée, pas d'employés, rien. Mais les factures de services publics montrent une consommation constante d'électricité et d'eau. Quelqu'un est là. Elle sortit des photos de surveillance granuleuse. Je l'ai surveillée pendant les 3 dernières semaines. 2 hommes vont et viennent régulièrement. J'ai vérifié leurs plaques. Les 2 ont des antécédents d'agression. Ce ne sont pas des ouvriers d'entrepôt, Madame Martinez. Ce sont des gardes. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Vous pensez que Sophia est là-dedans? Je pense qu'ils la retiennent là-bas depuis 3 ans. Et je pense savoir pourquoi elle est toujours en vie. Dans son dernier message pour moi, Sophia a dit qu'elle envoyait des fichiers de sauvegarde. Je pense qu'elle a peut-être dit à Victoria qu'elle avait mis en place un interrupteur de l'homme mort des fichiers qui se libèrent automatiquement si elle ne se manifeste pas. Un bluff pour se maintenir en vie. Pendant 3 ans, Victoria est prudente, paranoïaque. Si elle pensait qu'il y avait une chance que ces fichiers deviennent publics, Jess me regarda dans les yeux. Elle garderait Sophia en vie. Du moins, jusqu'à ce qu'elle soit sûre. J'ai regardé les preuves éparpillées sur ma table. 3 ans de la vie de ma fille volée. 3 ans que j'avais passé à être traité de folle pendant qu'elle était enfermée dans un entrepôt à 40 miles de là. Que faisons-nous? Nous avons besoin de preuves irréfutables, dit Jess, des photos de Sophia à l'intérieur, des vidéos si possible. Quelque chose que les médias et le FBI ne peuvent ignorer. Nous y allons ce soir, nous documentons tout, et ensuite nous révélons tout. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal. Mes mains tremblaient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Allons ramener ma fille à la maison. J'avais 64 ans et de l'arthrite aux 2 genoux. Mais j'aurais rampé jusqu'à cet entrepôt s'il le fallait. Nous devrions appeler la police, dit Jess, en tendant déjà la main vers son téléphone. Non, elle leva les yeux, surprise par la force de ma voix. Pas la police, répétai-je. Victoria a acheté la moitié du département de police de San Diego il y a des années. Vous pensez qu'elle mène une opération de fraude de 15 ans sans flic à sa solde? Ils ont clos le dossier de Sophia en 4 mois malgré mes cris que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont traité de folle, m'ont dit d'accepter la réalité, ont classé leur rapport et sont partis. Mais si nous avons des preuves maintenant, ils l'avertiront. Je me suis levé, ignorant la vive douleur dans mes genoux. Nous appelons la police, la nouvelle arrive à Victoria avant même que la première voiture de patrouille ne démarre son moteur. Elle déplace Sophia si elle est vraiment là. Détruit les preuves. Au moment où quelqu'un enquête, cet entrepôt est vide, et nous avons l'air de fous à nouveau. Jess posa lentement son téléphone. Alors, que faisons-nous? Nous obtenons des preuves. Des preuves indéniables, irréfutables. Photos, vidéos, quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer ou expliquer. Je me dirigeai vers le placard de ma chambre, sortant une veste. Ensuite, nous appelons toutes les chaînes d'information, tous les bureaux du FBI, tout le monde en même temps. Rendez cela trop public pour que Victoria puisse le dissimuler. Madame Martinez, je peux y aller seule. Vous n'avez pas à le faire. Oui, je le dois. Je me suis tourné vers elle. J'ai passé 3 ans à être traitée de délirante. 3 ans pendant que ma fille était enfermée dans un entrepôt à 40 miles. J'ai vendu ma maison, perdu mes économies, suis devenu la risée de tous ceux qui me connaissaient. J'ai de l'arthrite. J'ai les genoux faibles, mais je n'ai aussi plus rien à perdre. Et j'en ai fini de rester sur la touche pendant que d'autres décident ce qui arrive à mon enfant. Quelque chose a changé dans l'expression de Jess. Elle a hoché la tête. D'accord, planifions ça. Nous avons rassemblé du matériel, des lampes de poche de mon tiroir de cuisine, nos téléphones entièrement chargés,
une clé en croix de mon coffre de voiture. Pas une arme, me suis-je dit, juste au cas où nous aurions besoin de forcer une porte. Jess avait un petit appareil photo dans son sac, le genre que les enquêteurs utilisent pour la surveillance. L'entrepôt a 2 entrées, a expliqué Jess, étalant les photos de surveillance sur la table. Porte principale ici, quai de chargement à l'arrière. Je l'ai surveillé pendant 3 semaines. Les gardes changent de quart à 22 heures. Pendant environ 15 minutes, il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur. C'est notre créneau. Ce n'est pas beaucoup de temps. C'est suffisant. J'ai étudié les photos, mémorisant la disposition. Bâtiment à 2 étages, ancienne zone industrielle, peu de voisins. Nous entrons, nous trouvons Sofia. Nous documentons tout. Nous sortons. Simple. Rien de tout cela n'est simple, dit Jess doucement. Ces hommes sont dangereux. S'ils nous attrapent, ils ne le feront pas. J'ai croisé son regard. J'ai été sous-estimé toute ma vie. Les gens voient une veuve de 64 ans avec de mauvais genoux et ils pensent que je suis impuissante. Mais j'ai élevé une fille seule après la mort de Miguel. J'ai survécu 3 ans d'enfer sans craquer. Je ne suis pas impuissante et je ne laisserai pas mon enfant dans cet endroit une nuit de plus. Jess resta silencieuse un instant. Puis elle sourit légèrement. Votre fille tient sa force de vous, n'est-ce pas? Ma gorge se serra. J'espère bien. Nous avons terminé de faire nos bagages. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon petit appartement. La photo de Sofia au mur, souriante dans sa toque de diplômée. L'invitation de mariage jaunie sur mon bureau. 3 ans de chagrin et de recherche, tout menant à ce moment. Cette femme a souri au mariage vide de Sofia, dis-je, pensant au visage froid et serein de Victoria. Elle est restée là pendant que 200 personnes chuchotaient et regardaient, et elle a souri. Si Sofia est dans cet entrepôt, je la ramène à la maison. Et ensuite je m'occupe de Victoria. Jess a ramassé ses clés de voiture. Prête. J'ai attrapé ma veste et je l'ai suivie jusqu'à la porte. Mes genoux me faisaient mal. Mes mains tremblaient légèrement. J'étais terrifiée, mais j'étais aussi plus certaine que je ne l'avais été de quoi que ce soit en 3 ans. Allons-y. Nous avons roulé vers le nord sous la pluie, 40 miles sur l'autoroute côtière vers Oceanside. Les essuie-glaces battaient à un rythme régulier. Aucune de nous ne parlait beaucoup. Jess se concentrait sur la conduite. Je regardais l'obscurité filer par la fenêtre et je pensais à Sofia. Accroche-toi, Mia. J'arrive. Moins d'1 heure plus tard, nous y étions. L'entrepôt se trouvait en bordure d'une zone industrielle, du béton gris sur fond d'océan noir au-delà. Une clôture grillagée entourait la propriété, rouillée et affaissée par endroits. Pas de panneau, pas de nom de société, rien pour indiquer à quoi le bâtiment était censé servir. Jess a garé la voiture à environ un demi-mile, éteignant les phares. Nous sommes restés dans l'obscurité un instant, la pluie tambour sur le toit. Il est encore temps de changer d'avis, a-t-elle dit doucement. Rapproche-toi, ai-je répondu. Nous nous sommes approchés à moins de 800 mètres et nous nous sommes garés derrière une station-service abandonnée. De là, nous avons marché. Mes genoux protestaient à chaque pas, mais j'ai surmonté la douleur. Nous nous sommes frayés un chemin à travers les broussailles et les hautes herbes, en restant discrètes jusqu'à atteindre un endroit avec une vue dégagée sur l'entrepôt. Jess a sorti des jumelles. Le bâtiment était à 2 étages, une ancienne construction industrielle avec des murs en béton et de petites fenêtres. Mais ce sont les fenêtres du haut qui m'ont coupé le souffle. Chacune d'elles était grillagée. De lourdes barres d'acier boulonnées dans le béton. Qui met des barreaux à un entrepôt, ai-je murmuré. Quelqu'un qui ne veut pas que les gens sortent, a chuchoté Jess en retour. Un SUV noir était garé près de l'entrée principale. Des lumières brillaient à l'intérieur du bâtiment, et à travers les fenêtres du rez-de-chaussée, je pouvais voir des ombres bouger. Au moins une personne à l'intérieur, peut-être plus. Nous nous sommes installés pour observer. La pluie s'était ralentie en bruine, mais le froid s'infiltrait à travers ma veste. 21h devint 21h15. 21h15 devint 21h30. J'ai ignoré la douleur dans mes genoux et j'ai gardé les yeux fixés sur ce bâtiment. À exactement 21h30, la porte principale s'est ouverte. Un homme est sorti, grand, peut-être un M80, portant un jean et une veste foncée. Il a allumé une cigarette,
la lueur orange vive dans l'obscurité. Il est resté là à fumer pendant 1 minute, regardant autour de lui avec désinvolture comme un homme en pause de routine. Puis il a marché jusqu'au bord du bâtiment et a rappelé à travers la porte ouverte. « Je vais en ville pour des fournitures. Besoin de quelque chose ?» J'ai retenu mon souffle, m'efforçant d'entendre la réponse. Une voix a répondu de l'intérieur, étouffée, lointaine, mais définitivement présente. Une voix de femme. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Fatigué, peut-être résigné. Le genre de voix que quelqu'un utilise quand on lui a posé la même question trop de fois. D'accord, j'en prendrai en plus, Frank. Il a laissé tomber sa cigarette, l'a écrasée sous sa botte et s'est dirigé vers le SUV. Le moteur a démarré. Les phares ont balayé la clôture alors qu'il faisait demi-tour et roulait vers la route principale. Nous avons regardé les feux arrière disparaître au loin. Le silence s'est installé sur l'entrepôt. C'était Frank, a chuchoté Jess, vérifiant son téléphone. Je l'ai déjà vu dans ma surveillance. Il va généralement en ville pendant environ 30 à 40 minutes, prend de la nourriture, des cigarettes, peu importe. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre est toujours à l'intérieur. Au moins un autre garde, peut-être 2. Elle a baissé les jumelles, mais c'est notre fenêtre. Pendant qu'il est parti, il y a moins de monde à gérer. J'ai fixé ces fenêtres grillagées au 2e étage. Quelqu'un était là-haut. Quelqu'un que Victoria Whitmore voulait garder enfermé assez mal pour payer des gardes, entretenir une propriété secrète et risquer tout si la vérité éclatait. Quelqu'un qui valait la peine de rester en vie pendant 3 ans. Elle est là-dedans, ai-je dit. Ce n'était plus une question. Sophia est là-dedans. Nous ne savons pas avec certitude. Ces barreaux ne sont pas pour le stockage, Jess. Ils sont pour une personne. Ma voix tremblait. Elle a été enfermée là-dedans pendant 3 ans pendant que je vendais ma maison et que je perdais la tête à la chercher. Pendant que Victoria se tenait devant la police et les caméras de télévision, jouant l'inquiète, presque belle-mère. Pendant que David déménageait à Seattle et faisait semblant de pleurer, Jess est restée silencieuse un instant. Puis elle a hoché la tête. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai regardé l'entrepôt, compté les fenêtres, mémorisé la disposition, pensé à ma fille derrière ces barreaux, attendant que quelqu'un la trouve, attendant moi. Allons-y, ai-je dit. Ramassons Sophia à la maison. Si vous êtes toujours là, commentez n'importe quel chiffre de 1 à 7. Ainsi, je saurai que vous êtes avec moi. Et dites-moi ceci, si vous étiez à ma place, sachant que votre fille pourrait être derrière cette porte, entreriez-vous ou partiriez-vous pour appeler la police? Une petite note avant de continuer la partie suivante. Elle inclut des éléments dramatisés à des fins de narration. Si ce n'est pas votre genre de contenu, vous pouvez arrêter de regarder ici. Nous avons attendu 20 minutes après que le SUV de Frank ait disparu sur la route. Assez longtemps pour être sûr qu'il ne reviendrait pas. Assez court pour que nous ayons encore du temps avant son retour. Prête, chuchota Jess. J'ai hoché la tête, même si chaque nerf de mon corps criait que c'était insensé. J'avais 64 ans, avec de l'arthrite aux 2 genoux, sur le point de pénétrer dans un entrepôt gardé par des hommes armés. Mais ma fille était à l'intérieur. C'était tout ce qui comptait. Nous nous sommes déplacés à travers les hautes herbes, en restant discrètes. La pluie avait cessé, mais le sol était glissant debout. Mes genoux protestaient à chaque pas, mais j'ai surmonté la douleur. Nous avons atteint la clôture grillagée. Jess avait des pinces coupantes dans son sac. Elle a coupé le métal rouillé à 4 endroits, en repliant une section juste assez large pour se faufiler. Je suis passé la première. Les bords dentelés ont accroché ma veste, la déchirant. Je m'en fichais. Jess a suivi, remettant la clôture en place derrière nous pour que ce ne soit pas évident de loin. L'entrepôt se dressait devant nous. 2 étages de béton gris et de fenêtres à barreaux. Aucune caméra visible de ce côté. Jess avait vérifié pendant sa surveillance, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de détecteur de mouvement ou d'alarme. Nous avons fait le tour par l'arrière, loin de l'entrée principale où le garde restant serait posté. La porte du quai de chargement était verrouillée par un lourd cadenas. Jess a sorti une petite trousse à outils, des crochets, des clés de tension, des outils que je n'avais vus que dans les films. « Où as-tu appris ça ?» ai-je chuchoté. 3 ans à enquêter sur la fraude. On acquiert des compétences.
Elle a travaillé la serrure, sa main stable malgré le froid. 30 secondes, 60. Le cadenas a cliqué. Nous nous sommes figés, écoutant. Pas d'alarme, pas de cri, juste le bruit des vagues contre les rochers en contrebas. Jess a poussé la porte lentement. Elle a gémi fort dans le silence. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. L'intérieur était sombre, à l'exception de faibles lumières d'urgence le long du sol. Nous étions dans un couloir de service. Des murs en béton, des étagères métalliques avec de vieux équipements, l'odeur de moisi et de rouille. À notre droite, un escalier menant au deuxième étage. À notre gauche, le plancher principal de l'entrepôt où le garde serait posté. Jess a pointé du doigt vers le haut. Nous avions déjà décidé que Sophia devait être au deuxième étage. Ces fenêtres à barreaux que nous avions vues de l'extérieur. Nous avons monté les escaliers avec précaution. Chaque pas semblait résonner. Mes genoux me faisaient mal, mais je me suis forcé à continuer. En haut, un autre couloir, faiblement éclairé. 4 portes toutes fermées. Puis je l'ai entendu, une toux, douce, étouffée, venant de derrière la deuxième porte à gauche. Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais cette toux. Je l'avais entendue 1000 fois. Sophia souffrait d'allergie chronique. Une légère respiration sifflante quand l'air était trop sec. Je me suis dirigé vers la porte. Jess m'a attrapé le bras, secouant la tête. Elle a pointé son oreille, puis le couloir. Écoutant. Des pas en bas. Le garde qui se déplace, mais il ne montait pas les escaliers. Pas encore. Jess a examiné la porte. Acier lourd, un verrou à peine à l'extérieur, le genre utilisé pour enfermer quelqu'un, pas pour empêcher quelqu'un d'entrer. Elle a soigneusement fait glisser le peigne, grimaçant au grincement métallique. La porte s'est ouverte, et là, dans une minuscule cellule éclairée par une seule ampoule nue, se tenait ma fille. Mes mains tremblaient alors que Jess faisait glisser le peigne. La porte s'est ouverte en grand. La pièce était minuscule, peut-être 3,5 mètres sur 3. Un lit de camp avec un matelas fin poussé contre un mur. Une petite table en bois, une chaise en plastique, une seule ampoule nue suspendue au plafond, projetant des ombres dures. Une fenêtre avec de lourds barreaux de fer boulonnés dans le cadre en béton. Et au centre de cette cellule se tenait ma fille. Sophia était si maigre, émaciée, ses pommettes saillantes. Ses bras semblaient fragiles. Ses cheveux avaient poussé longs et raides, au-delà de ses épaules, non lavés depuis on ne sait combien de temps. Elle portait un pantalon de survêtement délavé et un t-shirt trop grand qui flottait sur son corps. Sa peau était pâle, presque grise sous la lumière fluorescente. Mais ses yeux étaient toujours ceux de Sophia, grands, incrédules, se remplissant de larmes. Maman. J'ai traversé la pièce en 2 pas et l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, tout son corps secoué par des sanglots. Je l'ai tenue aussi fort que j'osais, terrifié qu'elle ne se brise, terrifié qu'elle ne disparaisse à nouveau. Tu es venu, a-t-elle étouffé entre ses sanglots. Tu es vraiment venu. Je pensais. Victoria m'a montré des photos. Elle a dit que tu étais passé à autre chose. Que tu croyais que je m'étais enfui. Jamais. Je me suis reculé juste assez pour voir son visage, pour lui prendre les joues dans mes mains. Pas une seule seconde. Chaque jour, Sophia. Chaque jour, je t'ai cherché. Elle s'est accrochée à moi, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. 3 ans de chagrin, de terreur et d'isolement se déversant d'elle. J'ai pleuré aussi, tenant ma fille pour la première fois depuis plus de 3 ans, sentant son cœur battre. Sa chaleur était la preuve qu'elle était vivante et réelle. Jess se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage, veillant. Sophia, a-t-elle dit doucement. Nous devons parler vite. Sophia s'est reculée, essuyant ses yeux. Jess, tu as eu mes messages. Tous. Mais Sophia, écoute. Il y a des caméras dans ce bâtiment. Des capteurs de mouvement. Si Victoria surveille à distance, elle sait que nous sommes ici. Le visage de Sophia est devenu pâle. Elle sait. Il y a des caméras partout. Et il y a 2 gardes. Jerry est en bas en ce moment. Il a une arme. Frank est parti il y a environ 20 minutes pour acheter des fournitures, mais il va revenir. Mon sang s'est glacé.
Combien de temps avons-nous? Je ne sais pas, 10 minutes, peut-être 12, avant que Jerry ne réalise que quelque chose ne va pas. Sophia a attrapé mes bras. Urgent. Maman, il y a un bureau à l'arrière à cet étage. C'est là que Victoria garde tout. Des copies physiques des dossiers de fraude, des documents de sociétés écrans, des signatures falsifiées, de vraies preuves. Si nous partons sans, elle détruira tout. Nous sommes venus pour toi, ai-je dit. Les dossiers n'ont pas d'importance. Ils en ont. La poigne de Sophia s'est resserrée. Maman, je dois te dire pourquoi je suis encore en vie. Pourquoi Victoria ne m'a pas simplement tué. Sophia, 2 jours avant le mariage, j'ai confronté David au sujet de la fraude. Il a semblé calme, a dit que nous trouverions une solution ensemble. Le lendemain matin, le jour du mariage, quelqu'un m'a drogué. Quand je me suis réveillé, j'étais ici. Victoria est venue le lendemain et m'a dit que j'avais trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû. Elle a dit que si j'essayais de m'échapper ou si quelqu'un me trouvait, elle te tuerait. Mon souffle s'est coupé. Chaque mois pendant 3 ans, elle est venue ici. Elle m'a montré des photos de toi à l'épicerie, à l'église, marchant vers ta voiture. Elle avait des gens qui te suivaient. Elle m'a dit qu'un mot d'elle et tu serais morte. Ou pire, elle te piégerait pour un crime et tu passerais le reste de ta vie en prison. La voix de Sophia s'est brisée. C'est pourquoi je n'ai jamais activé l'interrupteur de l'homme mort dont Jess et moi avions parlé. Non pas parce que j'avais peur pour moi, mais parce que j'avais peur pour toi. Les larmes coulaient sur mon visage. Oh, Mika, alors nous avons besoin de ces fichiers. Nous avons besoin de preuves si accablantes que Victoria ne puisse pas les manipuler. Cela ne peut faire de mal à personne d'autre. On ne peut pas s'échapper. Sophia est sortie de la cellule. Ses premiers pas libres en 3 ans. Ses jambes tremblaient, mais elle est restée debout. J'ai eu 3 ans pour planifier ça, maman. Fais-moi confiance. Jess a vérifié son téléphone. Si elle a appelé la police lorsque l'alarme s'est déclenchée, nous avons peut-être 10 minutes avant qu'il n'arrive. Alors nous nous séparons, dit Sophia, sa voix plus ferme maintenant. Jess, tu prends les disques durs et les fichiers du bureau. Commence à tout télécharger. Maman et moi irons en bas. Je connais les raccourcis dans cet entrepôt. J'y suis depuis 3 ans. Je distrairai Jerry, te donnerai le temps de travailler. Sophia, tu es trop faible. Je suis faible, mais je ne suis pas impuissante. Et je connais ce bâtiment mieux que quiconque. La mâchoire de Sophia s'est serrée de détermination. Jerry ne sait pas encore que je suis libre. C'est notre avantage. Nous faisons du bruit, l'attirons loin des escaliers, te donnons un chemin dégagé vers le bureau. J'ai regardé ma fille, malnutrie, traumatisée, mais pas brisée. Elle avait survécu 3 ans en enfer, et maintenant elle me protégeait. Jess a hésité, puis a hoché la tête. 10 minutes, je serai rapide. Elle a couru vers le bureau arrière. Sophia s'est tournée vers moi, et j'ai vu la détermination de Miguel dans ses yeux. Allons faire du bruit, maman. Je te montrerai le chemin. Nous avions 10 minutes pour nous sauver et détruire Victoria Whitmore. J'étais une professeure de mathématiques à la retraite de 64 ans. Je ne savais pas me battre, mais je savais comment causer des problèmes. Sophia m'a conduite en bas de l'escalier métallique, se déplaçant prudemment dans l'obscurité. Elle connaissait chaque recoin de cet entrepôt, 3 ans de captivité lui avaient donné cela. L'alarme incendie est près de l'entrée du quai de chargement, a-t-elle chuchoté. Si tu la déclenches, les extincteurs s'activent automatiquement. Jerry sera confus. J'irai au bureau arrière pendant qu'il sera distrait. Et Jess? Elle est déjà là. Nous devons juste lui faire gagner du temps. À 22h17, nous avons atteint le rez-de-chaussée. Sophia a désigné une pile de palettes. Cache-toi là jusqu'à mon signal. Quand je ferai tomber quelque chose, tu cours vers l'alarme. Elle s'est éloignée, un fantôme en pantalon de survêtement délavé, et a délibérément donné un coup de pied à une poubelle métallique. Le bruit était assourdissant, des pas rapides et lourds. Jerry est apparu, sortant déjà son arme. Peut-être 40 ans, crâne rasé, yeux froids. Il a vu Sophia et s'est figé. Qu'est-ce que... Comment t'es-tu échappé? Je cherchais la salle de bain, dit Sophia faiblement, chancelant sur ses pieds,
jouant de sa malnutrition. Jerry, je ne me sens pas bien. Retourne à l'étage tout de suite. C'est alors que j'ai couru. Pas vers Sophia, mais au-delà de Jerry vers le boîtier d'alarme rouge que je pouvais voir sur le mur. Et Jerry s'est tourné vers moi. Qui êtes-vous? Je n'ai pas répondu. J'ai claqué ma main sur l'alarme. Les sirènes ont hurlé à travers le bâtiment. Le système d'extinction s'est activé. L'eau s'est déversée du plafond, trempant tout en quelques secondes. Jerry a juré, essuyant l'eau de ses yeux. J'ai attrapé une chaise pliante en métal, appuyée contre le mur, et je l'ai balancée vers lui avec toute ma force. Elle a frappé son épaule. L'arme a tiré un coup assourdissant, mais le tir a raté, frappant le plafond. La poussière de plâtre a explosé dans le jet des extincteurs. Jerry s'est remis rapidement. Trop rapidement. Il a attrapé la chaise, me l'a arrachée des mains, l'a jetée de côté. Sa main s'est refermée sur ma gorge. « Tu as fini, vieille femme » a-t-il grogné. Je ne pouvais plus respirer. Des taches noires dansaient dans ma vision. J'ai griffé sa main, mais il était trop fort. Ma poigne de 64 ans n'était rien contre lui. Un sifflement fort a rempli l'air. La poigne de Jerry s'est soudainement relâchée. Il a reculé en chancelant, toussant, les yeux larmoyants. De la mousse blanche couvrait son visage. J'ai halté pour reprendre mon souffle et j'ai levé les yeux pour voir Sophia tenant un petit extincteur, le genre monté sur les murs pour les urgences. Elle n'était pas assez forte pour le frapper avec, mais elle avait dirigé la buse directement sur son visage et l'avait aspergé. « Maman, cours !» a-t-elle crié, sa voix rauque à cause de 3 ans d'utilisation limitée. C'était toute la force qu'elle avait. L'extincteur lui a glissé des mains tremblantes et a frappé le sol en béton avec un claquement. Jerry toussait toujours, aveuglé par la mousse chimique, trébuchant en arrière. Jess est sorti de nulle part et l'a plaqué. Ils sont tombés lourdement sur le béton humide. Jerry a essayé de se débattre, mais Jess avait de l'entraînement et de la position, et je me suis précipité pour aider, repoussant son arme sur le sol glissant. « Sophia, vas-y » a crié Jess en luttant pour lui tenir les bras derrière le dos. « Retourne au bureau. » Sophia n'a pas discuté. Elle a attrapé le mur pour se soutenir et s'est déplacée aussi vite que ses jambes affaiblies le permettaient vers les escaliers. Jess a passé son bras autour du cou de Jerry dans une prise d'étranglement. Il se débattait et se débattait, mais l'eau et la mousse rendaient tout glissant et il ne pouvait pas prendre le dessus. 30 secondes. Puis ses mouvements ont ralenti, puis se sont arrêtés. Est-il inconscient, a halté Jess, vérifiant son pouls. Pas pour longtemps. Peut-être 5 minutes. Nous sommes restés trempés et tremblantes. Les extincteurs fonctionnaient toujours, hurlant toujours. Le téléphone de Jess était dans sa main, protégé dans un étui étanche. Le téléchargement HD, crachant de l'eau. Commencez avant que je ne descende. Laisse-moi vérifier. Elle a regardé l'écran. 70%. 85%. J'ai regardé vers l'entrée principale. À travers la pluie des extincteurs, je pouvais voir des lumières clignotantes au loin à travers les fenêtres. Police. 90%. Continue. Les sirènes devenaient plus fortes, beaucoup plus fortes. Plusieurs véhicules. Sophia est apparue en haut des escaliers, se déplaçant lentement, une main sur la rampe. Maman, Jess, ils sont là. Des portes de véhicules claquant à l'extérieur, des ordres criés. Ceci est le département de police d'Océanside. 95% dit Jess, fixant son téléphone. La barre avançait d'une lenteur agonisante. Allez. Allez. Des pas de l'autre côté de la porte d'entrée. Quelqu'un essayant la poignée. 98%. La porte a tremblé. La police entrait. 99%. Jess a retenu son souffle. Sans téléchargement terminé. Tout est dans le cloud. Alors, sortons d'ici, ai-je dit. Nous avons couru vers la sortie arrière. Sophia se déplaçait aussi vite qu'elle le pouvait. Jess et moi la soutenions des deux côtés. Derrière nous, la porte d'entrée a éclaté et des lampes de poche ont balayé la fumée et les projections. Nous avions des secondes, peut-être moins, mais les preuves étaient en sécurité, et c'était tout ce qui comptait.
Nous avons couru le long du couloir arrière. Jerry gisait inconscient derrière nous. L'alarme incendie hurlait. L'eau se déversait. Jess a frappé la porte du quai de chargement en premier. Elle s'est ouverte. L'air froid s'est engouffré. Nous étions trempés, tremblantes, mais nous n'avons pas arrêté. Jess serrait le sac étanche avec les disques durs et les fichiers. Tout pour détruire Victoria. Le quai s'avançait au-dessus de l'eau en contrebas. Des vagues noires s'agitaient contre les rochers. À 4,5 mètres de profondeur, peut-être plus dans l'obscurité. Fichier téléchargé, dit Jess, vérifiant son téléphone. Tout synchronisé en combattant Jerry. FBI, procureur, 3 chaînes d'information. Les preuves sont en sécurité. Dieu merci, ai-je soufflé. Sophia a pointé du doigt. Là, une échelle. Une échelle métallique rouillée boulonnée au quai menant vers le bas. Vieille, corrodée, mais là, derrière nous, des voix, des lampes de poche. Police, département de police d'Océanside, identifiez-vous. Ils ne savent pas qui nous sommes, dit Jess d'urgence. Mais s'ils nous attrapent en train d'entrer par effraction, ils nous retiendront. Appelez la police de San Diego. San Diego appelle Victoria. Sophia a pâli. Elle me fera disparaître. Des voix plus proches. Le service des incendies signale l'activation des extincteurs. Allez, ai-je dit. Jess est passée la première, agrippant le métal mouillé. Elle est descendue rapidement malgré le sac. Sophia a suivi plus lentement, plus faible, mais déterminée. Ses mains ont glissé une fois, mais elle s'est rattrapée. J'y suis allé en dernier. Mes genoux criaient. Le métal était froid et glissant. Mes pieds glissaient. 3 mètres. 3,60 mètres. L'échelle a tremblé puis a cédé. La section inférieure, rouillée, s'est brisée avec un grincement. Je suis tombé de 60 cm avant de heurter l'eau. Le froid m'a coupé le souffle. Je suis passé sous l'eau immédiatement. Mes vêtements mouillés m'ont entraîné vers le bas. L'obscurité. Je ne voyais rien. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine brûlait. J'avais besoin d'air. Des bras m'ont attrapé des deux côtés. Jess tirait fort. Sophia refusait de lâcher. Ensemble, elles m'ont tiré vers le haut. Ma tête a émergé. J'ai haleté. Toussé. M'étouffant. Je te tiens, dit Jess. Flotte. Laisse-moi faire. Sophia a tenu mon bras. Reste avec nous. La rive était à 30 mètres. Jess nageait puissamment, me remorquant. Les sacs étaient sécurisés. Sophia battait faiblement des pieds. Le courant nous entraînait latéralement. Les vagues giflaient nos visages. Des lampes de poche balayaient l'eau. Il y a 3 personnes. Police d'Océanside, nager jusqu'au rivage. Les officiers semblaient confus. 3 femmes trempées dans l'océan. Mes pieds ont touché le rocher. Le sable. Nous nous sommes traînés sur le rivage, nous effondrant. J'ai toussé. L'eau de mer me secouait. Jess a vérifié le sac. Téléphone sec. Disques intacts. Sophia s'est allongée, fixant le ciel. Je suis dehors, a-t-elle chuchoté. Au-dessus, la police appelait. Le service des pompiers sur place. Nous devons bouger, dit Jess. La voiture est à un demi-mile plus haut. Peux-tu marcher? J'ai hoché la tête. Sophia s'est mise debout, chancelante. Ensemble, ai-je dit. Nous nous sommes déplacés dans l'obscurité en suivant le rivage. Derrière nous, les camions de pompiers éclairaient l'entrepôt. Nous avons disparu sous la pluie. 800 mètres à travers les broussailles et les rochers. Sophia a trébuché 2 fois. Je l'ai rattrapée. Jess nous a guidés en vérifiant son téléphone. Enfin, la voiture, une Honda Civic dans un parking de plage. Nous nous sommes effondrés sur les sièges, dégoulinantes. Jess a placé le sac dans le plancher. Les preuves sont en sécurité. Elle a démarré le moteur et mis le chauffage à fond. Nous nous sommes assises, respirant, tremblantes, vivantes. Nous l'avons fait, dit Jess. J'ai regardé Sophia, ma fille,
3 ans plus âgé, traumatisé, épuisé, libre. Nous l'avons fait. Jess a changé de vitesse. Rentrons à la maison. Nous avons roulé vers le sud, loin de l'entrepôt, loin de Victoria, loin des cauchemars, vers tout ce qui allait suivre. À l'intérieur de la voiture de Jess, le chauffage soufflait à plein régime. Nous 3 étions trempés, frissonnantes. Le téléphone dans le sac étanche brillait sur le tableau de bord. Je ne pouvais m'empêcher de toucher Sophia, sa main, son épaule, ses cheveux, m'assurant qu'elle était réelle. Elle était assise à l'arrière, enveloppée dans une couverture de survie, pleurant doucement. « Je n'arrive pas à croire que tu sois venu, a-t-elle murmuré. Chaque jour, me suis-je tourné pour la regarder. Chaque jour, je t'ai cherché. Je n'ai jamais arrêté. Victoria m'a dit que tu avais abandonné, que tu croyais que je m'étais enfui. Elle m'a montré des articles, des gens me traitant de marié en fuite. Elle a dit que même toi avais tourné la page. Elle a menti sur tout. » Le téléphone de Jess a sonné à travers les haut-parleurs de la voiture, en main libre. « Rachel, c'est Jess Parker. Je t'envoie des fichiers en ce moment. Fraude à l'assurance, sociétés écrans, fausse réclamation remontant à 15 ans. Et j'ai Sophia Martinez avec moi. Vivante. Elle a été retenue captive pendant 3 ans. La voix d'une femme, nette et professionnelle. Jess, tu es sérieuse. Vérifie tes emails, photos, documents, relevés financiers, tout ce que Victoria Whitmore a essayé de cacher. Publie ça ce soir avant qu'elle ne puisse retourner la situation. Je m'en occupe. Je l'envoie aussi à 4 autres médias. Ligne directe du FBI, bureau du procureur, 3 chaînes de télévision. Au matin, tout le monde saura. Elle a raccroché et a continué à conduire. Sophia, ai-je dit doucement. Que s'est-il passé? Elle a pris une respiration tremblante. 2 jours avant le mariage, j'aidais David avec ses livres. C'est là que je les ai trouvés ou les réclamations d'assurance. Ça n'avait pas de sens. Les mêmes médecins, les mêmes schémas, de l'argent qui disparaissait. Je l'ai confronté cette nuit-là et il a immédiatement prévenu Victoria. Le matin du mariage, j'étais dans la salle de bain de la suite nuptiale. Quelqu'un m'a attrapé par derrière, un chiffon sur mon visage, quelque chose de chimique, puis rien. Tu as été drogué. Je me suis réveillé dans cette cellule. Victoria est venue le lendemain et m'a expliqué très calmement que j'avais trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû, que si j'essayais de m'échapper, elle te blesserait. Elle avait des gens qui te surveillaient. Des photos de toi à la maison, à l'épicerie, à l'église. Elle a dit un mot et tu disparaîtrais aussi. Mes mains se sont serrées en poing. Elle me rendait visite tous les mois. Elle me montrait de faux posts sur les réseaux sociaux, des articles sur la façon dont tu avais accepté que je sois parti. Comment tu avais vendu la maison et tourné la page. Elle me brisait pièce par pièce. Le téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Madame Parker. La voix d'une femme était nette. Agent spécial Sarah Mandé, FBI. Nous avons reçu les données que vous avez téléchargées il y a 30 minutes. Les mains de Jess se sont resserrées sur le volant. Et nous nous coordonnons avec la police de San Diego et la police d'Oceanside. Nous avons surveillé l'appel de David Whitmore à la police locale. Madame Parker, ne rentrez pas chez vous. Venez directement à notre bureau de terrain de San Diego. Nous préparons un lieu sûr pour vous 3. Les forces de l'ordre local sont mises au courant. Vous n'êtes pas des fugitifs. Vous êtes des témoins d'une conspiration criminelle majeure. Nous avons besoin de vos déclarations et nous devons nous assurer que Victoria Whitmore ne puisse pas vous atteindre. Un soulagement m'a envahi. Le téléphone de Jess a vibré avec une alerte d'information. Flash Info, une vaste organisation de fraude à l'assurance démasquée. Des documents révèlent des décennies de corruption. Cela se produisait. La vérité éclatait. Trop grande pour être étouffée. Nous avons roulé toute la nuit vers le bureau de terrain du FBI. Derrière nous, l'empire de Victoria s'effondrait. Devant nous se profilaient 3 années de témoignages, de procès, de batailles juridiques. Mais à cet instant, tenant la main de Sophia à travers le siège, sentant son pouls sous mes doigts, je savais que j'avais gagné. Ma fille était vivante. La vérité était révélée. Et le règne de Victoria Whitmore était terminé.
Bureau de terrain du FBI à San Diego, 2 heures du matin. Nous sommes entrés trempés. Au lever du soleil, Victoria était menottée. L'agent Sarah Mandé nous a accueillis à l'entrée, professionnelle et calme malgré l'heure. Elle nous a fait passer la sécurité et nous a conduites dans une salle de conférence où des vêtements secs nous attendaient, des survêtements et des t-shirts du FBI, chaud. Sophia a été emmenée pour une évaluation médicale. Quand ils l'ont ramenée, elle ne s'est pas assise sur la chaise. Au lieu de cela, elle s'est recroquevillée dans un coin, les genoux contre la poitrine, le dos contre le mur. 3 ans de captivité lui avaient appris que les coins étaient plus sûrs que les espaces ouverts. Ils ont apporté du café et des sandwichs. Sophia mangeait lentement, déchirant le sandwich en petits morceaux, vérifiant chaque bouchée comme si elle avait oublié ce que signifiait faire confiance à la nourriture. De 2 heures à 8 heures du matin, nous avons fait des déclarations. Des pièces séparées, des agents séparés, 6 heures de questions, chaque détail documenté, enregistré, vérifié. Je leur ai tout raconté. Le jour du mariage, 3 ans de recherche, les détectives privés, la vente de ma maison, être traité de folle. Jessica frappant à ma porte, l'entrepôt, la bagarre avec Jerry, l'océan. Dans une autre pièce, Sophia a décrit sa captivité, la cellule, la fenêtre à barreaux, les visites mensuelles de Victoria, les menaces contre moi, la torture psychologique des fausses photos. Jess a exposé son enquête, 3 ans de pistes papier, de sociétés écrans, l'agent du FBI corrompu, la découverte de l'entrepôt, chaque pièce à conviction. Les agents qui examinaient les fichiers téléchargés n'arrêtaient pas de secouer la tête. 15 ans de fraude systématique. Des centaines de fausses réclamations, médecins, avocats, carrossiers, tout coordonné. Nous parlons de plus de 30 millions de dollars. À 4 heures du matin, un juge fédéral a été réveillé pour signer des mandats d'arrêt. À 6 heures du matin, les arrestations ont commencé. J'ai regardé cela se dérouler sur la tablette de l'agent Mandé. David Whitmore, arrêté dans son pentouse, menotté en pyjama, ayant l'air choqué que les conséquences l'aient enfin rattrapé. À 7 heures du matin, Victoria a essayé de s'enfuir. Des images de sécurité de l'aéroport la montraient à l'aéroport international de San Diego tentant d'embarquer sur un vol privé vers le Mexique. Des agents fédéraux l'ont arrêtée au point de contrôle. Elle s'est battue contre eux, criant au sujet de ses droits, de ses avocats, de ses relations. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ils l'ont menottée là, dans le terminal. Tout au long de la matinée, d'autres arrestations. La docteure Maria Rodriguez, qui avait signé des centaines de faux rapports médicaux. Frank Morrison, pas l'enquêteur privé que j'avais engagé, un autre Frank, qui possédait 3 carrosseries. Des fonctionnaires de la commission des assurances qui avaient fermé les yeux en échange de pots de vin. La couverture médiatique a explosé. Toutes les chaînes montrant la même histoire. Femme retenue captive pendant 3 ans. Vaste réseau de fraude à l'assurance démasquée, des dizaines d'arrestations. À 8h30, l'agent Mandé nous a emmenés dans une salle d'observation. Une vitre sans teint donnant sur une salle d'interrogatoire. Et là, Victoria Whitmore était assise. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Ses vêtements coûteux étaient froissés. Ses cheveux argentés étaient en désordre. L'élégante assurance avait disparu, remplacée par la fureur. Elle n'arrêtait pas de réclamer son avocat, menaçant de poursuites, agissant comme si elle était toujours en contrôle. Mais elle ne l'était pas. Les menottes sur la table le rendaient clair. Elle n'a plus l'air puissante, ai-je chuchoté. Sophia se tenait à côté de moi, les bras croisés, gardant ses distances avec la vitre de la même manière qu'elle avait gardé ses distances avec la porte de la cellule. Elle m'a dit que tu ne me trouverais jamais, que je mourrais dans cette cellule et que tu ne saurais jamais ce qui s'était passé. Elle s'est trompée sur tout, ai-je dit. L'agent Mandé se tenait derrière nous. Victoria Whitmore est accusée d'enlèvement, de séquestration, de multiples violations de la loi RICO, de conspiration en vue de commettre une fraude, et d'environ 40 autres chefs d'accusation. La fraude seule s'élève à plus de 30 millions de dollars. Elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bien. Ma voix est sortie froide. Elle a volé 3 ans de la vie de ma fille. Maintenant, elle passera le reste de la sienne dans une cellule. L'agent Mandé m'a tendu une carte. Service d'aide aux victimes pour les survivants de traumatisme. Sophia aura besoin de soins médicaux,
de thérapie. C'est un long chemin à parcourir, Madame Martinez. J'ai regardé ma fille. Elle se tenait près du mur, cherchant instinctivement son soutien. Libre mais blessée. Vivante, mais changée. Le sauvetage était terminé. La guérison ne faisait que commencer. On dit que les premières 48 heures après un traumatisme sont critiques. Pour Sophia, les premières 48 heures de liberté ont été un champ de mine psychologique. Le premier jour, c'était l'hôpital. Malnutrition, carence vitaminique, cicatrice au poignet due à ses tentatives de forcer la fenêtre à barreaux. Mais les petites choses me brisaient le cœur. Elle ne pouvait pas dormir dans le lit d'hôpital. Cela lui rappelait la cellule. Elle a fini par terre avec des couvertures. Quand une infirmière est entrée sans frapper, Sophia s'est pressée contre le mur, tremblante pendant 1 heure. Je l'ai tenue en murmurant, « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Mais elle n'y croyait pas tout à fait. La docteure Rivera, spécialiste des traumatismes, l'a évaluée cet après-midi-là. Ensuite, elle m'a prise à part. Votre fille souffre de SSPT sévère, de dépression et de problèmes de confiance. Elle aura besoin d'une thérapie intensive, de médicaments et de temps. Combien de temps? Madame Martinez, ne vous attendez pas à ce que Sophia redevienne celle qu'elle était. 3 ans de captivité changent fondamentalement une personne. Vous devez toutes deux faire le deuil de qui elle était et apprendre qui elle est maintenant. Ces mots ont frappé plus fort que tout ce que Victoria avait dit. 2e jour, nous sommes allés à mon appartement. Sophia ne pouvait pas être seule. Pas même 5 minutes. L'obscurité la terrifiait. Chaque son la faisait sursauter. Elle ne pouvait pas manger beaucoup. Son estomac s'était habitué à de petites portions. Cette nuit-là, j'ai installé un matelas pneumatique dans ma chambre. Elle est restée allongée, fixant le plafond, trop effrayée pour fermer les yeux. J'ai fini par terre à côté d'elle, lui tenant la main. Elle a dormi 90 minutes avant que des cauchemars ne la réveillent. Le 3e jour, la colère est apparue. Nous prenions le petit déjeuner. Sophia a posé son toast et m'a regardé avec des yeux furieux. Pourquoi ça a pris 3 ans? Je me suis figé. Quoi? 3 ans, maman? Pourquoi t'a-t-il fallu 3 ans pour me trouver? Chérie, j'ai cherché tous les jours. 3 ans. Elle s'est levée, sa chaise grinçant. Pendant que j'étais enfermé dans cette pièce, pendant que Victoria me disait que tu avais abandonné. Elle pleurait des sanglots secs, secouant son corps. Je suis désolé. Mes larmes coulaient. J'ai tout essayé. J'ai vendu la maison. Je sais que tu as essayé, mais une partie de moi ne peut s'empêcher de penser, et si tu avais cherché plus fort? Trouvé plus tôt? Elle a couru à la salle de bain et a fermé la porte à clé. Cet après-midi-là, c'était sa première séance de thérapie. J'étais assise dans la salle d'attente. À travers la porte, j'ai entendu Sophia. Clairement, je sais que ma mère a essayé, mais une partie de moi ne peut s'empêcher de blâmer tous ceux qui ne m'ont pas trouvé assez vite. Je suis resté là, pleurant. Quand Jess est venue ce soir-là, elle m'a trouvé effondré sur le canapé. Tu vas bien? Je pensais que la retrouver arrangerait tout, mais elle est là et elle n'est pas là. Son esprit est toujours dans cette cellule, et elle est tellement en colère. Jess s'est assise à côté de moi. Tu l'aides en étant là, en n'abandonnant pas à nouveau. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Sophia a dormi 4 heures d'affilée. Quand elle a ouvert les yeux avant l'aube, elle m'a vu par terre à côté d'elle. Maman, a-t-elle chuchoté. Merci de ne pas avoir abandonné. Je lui ai pris la main. Jamais. 1 semaine plus tard, nous étions assises au bureau du procureur. Sophia a donné sa déclaration formelle de victime, racontant 3 ans de captivité. Elle a craqué plusieurs fois, mais elle a terminé. Le procureur nous a regardés. Madame Martinez, ce témoignage garantit que Victoria et David Whitmore ne reverront plus jamais la liberté. Merci. Sophia a hoché la tête, épuisée. En partant, elle m'a serré la main. Un petit pas en avant. Les jours après le sauvetage se sont mélangés. Entretien avec le FBI, évaluation médicale, procédure judiciaire qui semblait ne jamais finir. En décembre, l'épreuve était accablante.
Les fichiers que Jess avait téléchargés, les sociétés écrans, les fausses réclamations, les signatures falsifiées, 15 ans de fraude, ont dressé un tableau si accablant que même les avocats coûteux de Victoria ne pouvaient pas le contester. David Whitmore a été arrêté dans son Penthouse. Il a plaidé l'ignorance, a dit que sa mère dirigeait l'entreprise. Les procureurs ont produit des emails montrant David approuvant personnellement de fausses réclamations, coordonnant avec des médecins corrompus, menaçant des témoins. Victoria a été arrêtée à l'aéroport international de San Diego alors qu'elle tentait d'embarquer sur un jet privé pour le Mexique, avec 2 millions en espèces, un faux passeport au nom de Victoria Monroe et un billet aller simple. Elle a crié au sujet de ses droits, exigé des avocats, menacé de poursuites. Les preuves étaient irréfutables. Les deux ont été privés de caution en décembre. La juge Sarah Harrison, une femme pragmante d'une 60aine d'années, a examiné les preuves et a secoué la tête. Madame Whitmore, vous avez détenu une femme captive pendant plus de 3 ans. Vous disposez de ressources financières importantes, avez accès à des avions privés et avez démontré une intention claire de fuir avec 2 millions de dollars en espèces et un faux passeport. Vous présentez un risque de fuite extrême et un danger pour les témoins. Caution refusée. Le visage de Victoria est devenu violet. C'est scandaleux. Je suis une femme d'affaires respectée. Vous êtes une kidnappeuse et une fraudeuse, a dit froidement la juge Harrison. Vous resterez en détention fédérale en attendant votre procès. Les gardes ont emmené Victoria, qui criait toujours. L'audience de David s'est déroulée de la même manière. La juge Harrison a cité son rôle de conspirateur, ses tentatives de contacter les anciens collègues de Sophia, sa fuite à Seattle après la disparition de Sophia. Caution refusée. Vous êtes un risque de fuite et un co-conspirateur. Victoria a été incarcérée au Metropolitan Correctional Center. David dans un établissement du comté de Los Angeles. Tous deux en attente de jugement. Date du procès, septembre 2026. Dans 7 mois. L'assistante du procureur des États-Unis, Jennifer Sullivan, nous a rencontrés en janvier pour expliquer le calendrier. Les affaires fédérales avancent lentement, surtout les plus complexes, a-t-elle dit. Des dizaines de victimes de fraude témoigneront, des centaines de fausses déclarations à présenter. Des experts financiers devront expliquer les structures des sociétés écrans et le témoignage de Madame Martinez sur la captivité. Combien de temps avant la condamnation, a demandé Sophia. Si le procès commence en septembre et dure 2 à 3 mois, nous envisageons une condamnation début 2027, peut-être fin 2026 si les choses avancent rapidement. Le visage de Sophia s'est assombri. Encore un an au moins, mais ils ne vont nulle part. Et les preuves sont accablantes. Nous demandons la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour Victoria, 40 ans minimum pour David. D'après ce que nous avons, c'est ce qu'ils obtiendront. En janvier, Sophia a intenté une action civile. 4,5 millions de dollars pour séquestration, détresse émotionnelle, douleur et souffrance, et perte de revenus. Les avocats de Victoria ont affirmé qu'elle n'avait pas d'actifs. Les procureurs ont produit des registres de comptes offshore aux îles Caïmans, des propriétés cachées dans 3 États, des sociétés écrans détenant des millions. Le juge a tout gelé. Chaque compte, propriété, actif, serait liquidé pour payer les victimes, Sophia en premier. La loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit une indemnisation d'urgence, a expliqué l'avocat de Sophia. Le Fonds fédéral a approuvé 300 000 dollars pour les soins médicaux immédiats, le logement et la thérapie. 300 000 dollars. Pas le montant total, mais assez. Assez pour que Sophia puisse se reconstruire sans se soucier de la thérapie ou du loyer. Ce n'est pas une question d'argent, a dit Sophia doucement. C'est qu'elle perde tout. Juste. Nous sommes en février 2026, 3 mois après cette nuit pluvieuse de novembre où Jessica a frappé à ma porte. 3 mois depuis que nous avons ramené Sophia à la maison. Nous sommes dans notre petit appartement à Carlsbad. 2 chambres, assez d'espace pour nous deux. Sophia ne peut pas encore être seule, alors nous vivons ensemble. Mère et fille se reconstruisant jour après jour. Sur le rebord de la fenêtre, Sophia s'occupe d'un petit pot en argile. De minuscules pousses vertes émergent du sol, des graines de citronnier que nous avons plantées en janvier. Elles ne seront pas des arbres avant des années. Elles ne porteront pas de fruits avant encore plus longtemps, mais elles poussent. Regarde, maman, dit Sophia doucement. Elles grandissent. Je me tiens à côté d'elles,
regardant ses pouces fragiles. Si petite, si vulnérable, mais vivante et se tendant vers la lumière du soleil. 3 mois. 3 mois pour guérir de 3 ans et 5 mois d'enfer. Sophia suit une thérapie 2 fois par semaine maintenant, contre 4 fois en décembre. Progrès, dit la docteure Rivera. Elle prend des médicaments contre l'anxiété et la dépression. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Les bons jours. Elle rit devant des émissions de télévision, me demande de lui apprendre les recettes de sa grand-mère, parle de peut-être prendre un chat, va à l'épicerie sans paniquer. Les mauvais jours. Elle se réveille en hurlant, refuse de quitter sa chambre, pleure les années perdues, fixe les portes verrouillées avec la terreur dans les yeux. Mais elle est là. Elle est vivante. Chaque jour, elle se bat pour se retrouver. Jessica vient 2 fois par semaine. Elle travaille à plein temps pour l'unité de récupération des victimes du FBI, aidant maintenant à retrouver d'autres personnes disparues. Tu m'as sauvé la vie, lui a dit Sophia la semaine dernière. Tu t'es sauvé la vie, a répondu Jess. J'ai juste aidé à finir ce que tu avais commencé. Le procès est dans 7 mois. Septembre 2026, puis probablement 3 mois de plus avant la condamnation. Victoria est dans une cellule de détention, et j'espère que chaque jour est misérable. Les gens me demandent si je lui ai pardonné. Ils veulent une fin inspirante où je trouve la paix par le pardon. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai probablement jamais. Et c'est bien. Le pardon n'est pas nécessaire pour la guérison. Sophia guérit sans pardonner à Victoria. Je guéris sans lui pardonner. Nous construisons de nouvelles vies sur des ruines. La justice compte. La vérité compte. L'amour compte. Sophia arrose les jeunes pousses, ses mains tremblant moins que le mois dernier. Petite victoire. Elle peut tenir un arrosoir fermement. Elle peut quitter l'appartement pendant 1 heure. Elle peut dormir 4 heures d'affilée parfois. Maman, dit-elle doucement. Merci de n'avoir jamais abandonné. Merci d'avoir survécu. Nous nous tenons ensemble, regardant ses minuscules pouces. 3 mois de croissance, 3 mois de guérison. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. L'histoire n'est pas terminée. Le procès aura lieu. Victoria sera condamnée à la prison à vie. Sophia continuera la thérapie pendant des années. Certains jours seront difficiles. Les cicatrices ne disparaîtront jamais complètement. Mais nous sommes là, ensemble. Il y a 3 ans et 5 mois, Victoria Whitmore a essayé d'effacer ma fille, a essayé de la faire disparaître, a essayé de briser son esprit. Elle a échoué. Sophia est là. Cicatrisée mais debout. Traumatisée mais combattante. Changée à jamais. Oui, mais vivante et libre et grandissante. Et Victoria, elle est enfermée en attendant un procès qui se terminera par sa mort en prison. Nous avons gagné non pas parce que nous sommes fortes ou courageuses ou spéciales. Nous avons gagné parce que nous avons refusé d'abandonner. Parce que l'amour têtu, féroce, implacable, est plus puissant que l'argent, plus durable que le mal, plus incassable que n'importe quelle cage. Je regarde ma fille, ses minuscules pousses de citronnier qui se tendent vers le soleil, et je sais que ce n'est que le début. La guérison prendra des années. Les cicatrices ne s'estomperont jamais complètement. Mais nous sommes là. Nous sommes ensemble. Et chaque jour, nous choisissons de continuer à grandir. C'est ce que l'amour peut faire. En repensant à ce parcours, j'ai appris que les histoires de drames familiaux comme les nôtres ne concernent pas seulement le crime ou le sauvetage. Elles concernent ce que l'on fait quand tout s'effondre. Si vous êtes confronté à vos propres histoires de drames familiaux, ne faites pas mon erreur. N'attendez pas pour faire confiance à votre instinct. Quand quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. La leçon ici, l'amour est l'arme la plus puissante que nous ayons. Victoria avait de l'argent, du pouvoir et des relations. Mais Sophia et moi avions quelque chose qu'elle ne pouvait ni acheter ni voler. Un amour inébranlable. C'est ce qui nous a permis de traverser 3 ans d'enfer. En ce qui concerne les histoires de grand-mère, la mienne n'est pas typique. La plupart des histoires de grand-mère parlent de faire des biscuits et de tricoter des pulls. La mienne parle de refuser d'abandonner quand le monde me disait que j'étais folle. Et vous savez quoi? Dieu m'a donné la force de continuer à chercher quand je n'avais plus rien. La foi et l'amour,
ces deux choses nous ont sauvés. Mon conseil à quiconque vit son propre drame familial ou apprend des histoires de grand-mère comme la mienne, ne cessez jamais de vous battre pour les personnes que vous aimez. Votre instinct compte. Votre amour compte. Vous comptez. Note finale. Ce contenu contient des éléments de narration dramatisés à des fins éducatives. Certains détails sont romancés, mais les leçons et les messages sont entièrement précieux. Si ce style ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Veuillez rechercher du contenu qui correspond mieux à vos besoins.